Bonne journée à tous. Avant de développer les titres de ce journal, une brève qui nous est parvenue. Le CIS Pomont, il nous apprend notamment qu'un important dispositif de sécurité a été mis en place dans la nuit de dimanche à lundi sur la commune de Basté-les-Gars en Corse du Sud. En effet, un randonneur égaré dans le secteur d'Aise a mobilisé de nombreux sapeurs-pompiers. Au total, un VLTT commandement, 7 sapeurs-pompiers secours montagne, 3 sapeurs-pompiers du CIS Basté-les-Gars, un télépilote drone, un maître chien et un hélicoptère sécurité civile sont entrés en action pour retrouver la personne disparue. Finalement, plus de peur que de mal, puisque le randonneur a pu atteindre des bergeries pour s'y abriter. Les secours l'ont ainsi retrouvé sain et sauf vers 2h du matin. Après l'assassinat à Ponteleccia de Chloé, jeune étudiante de l'Università di Corsica, suite à une méprise des mots même du procureur de la République, les syndicats étudiants ont réagi. Marianne Lanfranchi. Pour la Juventus indépendantiste, pour qu'une telle ignominie ne se reproduise jamais, nous appelons un sursaut collectif. Notre peuple attaché à ses valeurs et à la solidarité ne peut plus tolérer de tels actes barbares sur sa terre. Il est impensable que les partisans de la violence continuent de sévir librement en Corse. Cette barbarie n'est plus seulement l'œuvre de simples voyous, elle s'impose désormais dans le quotidien de chaque Corse, conséquence d'une mafia trop bien implantée. Pour que notre avenir ne soit plus une réplique du chaos napolitain, nous appelons le peuple corse à rejeter toute pratique mafieuse et à marginaliser ceux qui s'en rendent complices, qu'ils soient amis, parents ou autres. Ils ne sont que les ennemis de notre peuple et du futur prospère que nous espérons tous. Du côté de la Juventus, Pauline, on précise qu'odi umurtitsu parebellu insulcatu in mente comune, o famoso sveglio guliti un si po fa senso palesu di adivete di sta sucità malata e calpidiata da usolde e affrancisata a sucità corsa pe opogu civer masideu isviglia par chi umale e stallato e astrala di un mortor ou n'est prompte à Compiasi. Les deux syndicats s'inclinent également devant la douleur de la famille et disent se tenir à ses côtés. Merci Maria. Autre réaction, celle du cardinal Bustillo. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille de Chloé et ses proches en ce moment de deuil profondément injuste et de douleur insupportable. Nos pensées se tournent également vers la jeunesse de notre île. Les jeunes ne peuvent s'habituer à une société violente. Ils possèdent la force de la refuser et nous les y encourageons. Notre volonté commune est de mettre fin à cet esprit mortifère qui fragilise notre vie sociale. Tels sont les mots donc du cardinal Bustillo après la mort de la jeune Chloé. Pour l'évêque de Corse, la vie relationnelle polluée par la violence et la peur doit être purifiée par des comportements cohérents et libres. Fin de citation. Dans un communiqué, la mairie de Pruppia s'insurge après la publication d'un article dans le journal Le Monde, mais également du fait que le même journal n'ait pas donné suite à la demande d'un droit de réponse formulé par la municipalité. La mairie de Pruppia fait notamment référence à un article publié le 10 janvier 2025 intitulé « La difficile enquête sur la mort d'un ex-juge consulaire en Corse est considérée comme mensonger ». Dans cet article, plusieurs informations mensongères portent en atteinte à l'honneur de la commune auraient été rapportées selon la mairie de Pruppia à propos de l'implication présumée de la mairie dans la mort de l'ex-juge consulaire survenue le 24 juin 2022. Il aurait été écrit à tort que la commune possédait des caméras de vidéosurveillance sur certaines routes ou que des individus avaient pu visionner des images des obsèques de la personne décédée de manière illégale. Cela est faux selon la mairie de Pruppia. La mairie rappelle dans son communiqué que le système de vidéosurveillance était hors service dans la nuit des faits à la suite d'un incendie criminel ayant totalement détruit le centre de supervision urbain. Ainsi, soucieux d'assurer une information juste à ses citoyens et de préserver son honorabilité, la mairie de Pruppia tient à porter ses correctifs à la connaissance de la population. Il en va de l'intérêt général afin de limiter la division et les incompréhensions engendrées par ces mensonges, mais également de protéger l'honorabilité de la commune et de ses représentants, est-il écrit pour conclure. En politique, à 13 mois des prochaines élections municipales, Julien Morgante continue d'intensifier le rythme de sa course de fond à la conquête de Bastille. Dimanche, il avait choisi la place du marché pour décliner ses mesures visant à doper l'attractivité commerciale de la ville. Selon lui, le nombre de vacances commerciales en centre-ville dresse le constat accablant d'une ville se laissant vampiriser, commercialement parlant, par les pôles commerciaux de Furiani et Borgo. Pour y remédier, Julien Morgante propose pêle-mêle 5 nouveaux parkings pour 2000 places de stationnement supplémentaires, 1000 nouveaux logements en centre-ville ou bien encore un centre des congrès au sein de l'îlot de la Poste. Concernant les tensions de plus en plus vives entre cafetiers et riverains, Julien Morgante souhaite mettre en place une charte du vivre ensemble et des règles spécifiques à chaque quartier. Ainsi, le leader du groupe d'opposition Un Futur pour Bastia promet les gratuités des transports en commun, des crèches et des cantines, tout en promettant dans le même temps de bloquer les impôts locaux. Comment faire alors pour financer toutes ces mesures? Nous avons posé la question à Julien Morgante. Aujourd'hui, il y a des tensions entre riverains et commerçants, tout
simplement parce qu'il n'y a pas de règles et la mairie gère la ville au cas par cas et ce sentiment d'impunité n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il faut que les règles elles soient communes, elles soient transparentes et qu'il y ait une égalité de traitement. Il y a des propositions concrètes à la fois sur la gestion, la manière d'urgence pour faire revenir du monde en centre-ville, c'est la question des parkings, de l'animation, mais aussi des mesures de vision en termes d'équipement. On prend l'exemple du centre d'affaires, du marché alimentaire. Mais pour revenir à votre question, c'est vraiment la charte du vivre ensemble à l'échelle de l'immeuble, de la copropriété, qui pourra remettre du lien. Il y a la vidéosurveillance, les radars sonores, une police de médiation qui fera le lien entre les différents usages, les riverains, les commerçants, les touristes, et surtout rendre public et transparent toutes les mesures municipales. Alors vous accusez quelque part la mairie d'agir à la tête du client concernant les commerçants. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce que c'est une accusation grave. Quelles sont vos preuves? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la mairie n'assume pas ses responsabilités. On ne connaît absolument pas les règles, notamment en matière d'animation. Qu'est-ce qui est prévu par quartier? Et nous, on souhaite définir des règles d'animation par établissement et par quartier pour que tout soit public et transparent. Toutes ces mesures actuellement n'existent pas. Donc on fait du cas par cas selon la demande des commerçants. Et ça, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que selon vous, on ferme les yeux pour certains commerçants aujourd'hui? Exactement. Et ce sentiment de loi du plus fort n'est pas acceptable. C'est à celui qui gueulera le plus qui se fera respecter pour faire n'importe quoi. Donc nous, on souhaite que la règle elle soit connue, elle soit transparente pour que les commerçants fassent de l'animation et que les riverains soient tranquilles. Très clairement, suite à la rencontre de 200 commerçants et notamment des associations de riverains et de commerçants, on peut considérer que le centre-ville de Bastia est en mort cérébrale. Et le centre-ville de Bastia n'est plus le poumon économique et commercial de la ville et même de l'agglomération. Donc c'est pour ça qu'il y a des mesures d'urgence sur les parkings, sur refaire venir des gens, notamment avec la gratuité des crèches, des cantines et des transports, pour refaire venir des actifs. Il y a des mesures aussi à travers le PLU pour créer de nouveaux logements en ville. Donc des logements, des parkings, de l'animation, refaire vivre le centre-ville, ce qui a toujours été le cas. Sur la question des vacances commerciales, on sait que la municipalité en place a des idées, elle les a exposées notamment concernant des préemptions de locaux commerciaux pour remettre plus de variété en termes de commerce. Selon vous, donc si on comprend bien, c'est une mauvaise solution. Pourquoi? On considère que cette mesure est de la folie, c'est de la bureaucratie à l'état pur, c'est-à-dire qu'actuellement la municipalité veut lister par quartier et par type de commerce qui a le droit de s'installer, ce qui est très grave. Je rappelle qu'il y a une libre installation commerciale et nous, si un commerce est fermé, c'est pas pour le plaisir, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus d'activité économique. Donc on doit soutenir les commerçants par des parkings, par de l'animation, par des nouveaux habitants et pas en les pénalisant doublement. Alors vous annoncez aussi votre volonté de mettre en place 3 gratuités, transport, crèche, cantine, le tout en promettant aussi de ne pas augmenter les impôts locaux. L'argent ne pousse pas sur les arbres, comment on le trouve? Tout simplement en refaisant venir de l'attractivité économique. Quand on dit qu'on veut créer 1000 logements, c'est des taxes supplémentaires pour la ville. Donc le but c'est de ne pas augmenter les taux, mais d'élargir les personnes qui pourront les payer et c'est ça aussi une stratégie cohérente. Tout simplement aujourd'hui la mairie n'a plus les moyens de financer ces projets parce qu'elle dérape sur tous les marchés publics. Et nous on souhaite avoir une gestion rigoureuse, c'est pour ça qu'on propose une activité soutenue en matière d'investissement et un projet en fonctionnement ambitieux, tout simplement par la maîtrise des coûts. Aujourd'hui la maîtrise des coûts n'est plus garantie par la ville, on a l'exemple du théâtre qui est passé de 20 millions à 50 millions et on s'étonne qu'après il n'y a plus d'argent. Effectivement, avec eux, il n'y a plus d'argent. Jeannette Mahari est la doyenne d'Achita Dayatchu, née en 1918. Cette dernière vient de souffler ses 107 bougies. Accompagnée de sa famille et de ses proches, Jeannette Mahari a reçu ce lundi des mains du maire Stéphane Sbradj la médaille de la ville pour rendre hommage à son parcours de vie, fait de courage et d'une réelle capacité à rendre les gens heureux autour d'elle, écrit notamment Achita Dayatchu, qui lui rend ainsi un hommage appuyé. Cette cérémonie pleine d'émotions s'est déroulée dans les salons napoléoniens de l'hôtel de ville. Le 15 décembre dernier, à l'occasion de la visite du pape Francesco à Jeannette Mahari avait attiré l'attention du Saint-Père qui l'avait béni lors de son passage dans le quartier Saint-Jean. Alors que la semaine dernière, un sommet consacré à l'intelligence artificielle a eu lieu à Paris, qu'en est-il en Corse? Le sujet intéresse bien évidemment l'Università di Corsica qui a l'intention de ne pas se laisser distancer. C'est notamment pour cela que l'Università a lancé 2 formations ce sens depuis le mois de novembre à destination des enseignants-chercheurs en sciences sociales et humaines, ainsi qu'une autre en sciences fondamentales et appliquées. 2 formations qui ont très rapidement affiché complet. Savoir utiliser l'IA à bon escient va devenir rapidement essentiel, tout en sachant se poser les bonnes questions, notamment éthiques sur son usage. On écoute à ce sujet Bastien Poggi, enseignant-chercheur en intelligence artificielle et vice-président de l'Università di Corsica.
Alors, pour ça, on a créé. Alors, c'est une idée qui a germé juste après le Covid, hein, donc ça a mis un peu de temps à se matérialiser. C'est 2 diplômes qu'on a ouverts à la rentrée. Un diplôme d'intelligence artificielle pour les enseignants-chercheurs en sciences fondamentales et appliquées, et un diplôme en intelligence artificielle pour les enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales, parce que les besoins ne sont pas forcément les mêmes entre les différentes disciplines. Donc, on a ouvert ces deux formations-là à la rentrée, qui sont complètes d'ailleurs. On a dû refuser des gens, donc on fera une 2e session l'année prochaine. Et voilà, dès la rentrée, on a commencé à répondre à ce besoin-là. De manière concrète, de quelle manière l'intelligence artificielle peut-elle intervenir dans ces disciplines en ne dénaturant pas justement l'intelligence réelle des enseignants-chercheurs? C'est là tout l'enjeu en fait. Et l'enjeu, à mon sens, alors c'est peut-être l'enseignant que je suis qui parle, c'est de former les gens à cet outil-là. C'est-à-dire que si à un moment donné, on est confronté à l'outil sans vraiment avoir été formé au concept qu'il y a derrière, au biais que ça peut introduire, effectivement, l'outil prend la main. Et là, pour le coup, c'est contre-productif, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit même au niveau de la recherche et au niveau des étudiants. Je vous en parle pas, ça peut très vite devenir catastrophique. Donc, la porte d'entrée, à mon sens, c'est pas d'interdire. Ça, je sais qu'il y a certains endroits ou même certains collègues, des fois, qui sont réticents, qui veulent aller dans l'interdiction. Et aujourd'hui, on n'est plus à ce stade-là. La question, elle est déjà traitée. C'est là. Donc l'objet, il est là. Donc la question, c'est comment on se forme et comment, de quelque chose qui pourrait devenir une menace, qui peut être vu même comme une menace, d'en faire une opportunité et pour le coup, d'augmenter les apprentissages de nos étudiants. Et à la fin, le terme d'intelligence artificielle pourrait devenir intelligence complémentaire, c'est-à-dire que le vrai succès, il est là. Si on prend un domaine comme la santé, ce qui peut être intéressant, c'est de coupler les intelligences artificielles, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une, de coupler les intelligences artificielles avec les intelligences humaines. Et c'est là où, clairement, il y a une plus-value. Alors, les enseignants-chercheurs peuvent-ils aussi servir de garde-fous éthiques aux dérives des intelligences artificielles ? Clairement, on a un rôle à jouer là-dedans. Et moi, je suis enseignant-chercheur en informatique et très souvent, je m'adresse à mes collègues de sciences humaines et sociales et je leur dis, vous avez, vous les sociologues, vous les anthropologues, une responsabilité aussi parce que si l'approche, elle est que technique, à un moment donné, on le voit par exemple avec les réseaux sociaux, hein, ça peut dériver. Par contre, si à un moment donné, moi, je sais que dans le cadre de mes recherches, j'ai souvent des discussions avec des collègues de sciences humaines et sociales en leur demandant, OK, techniquement, j'arrive à produire ça, mais toi, de ton point de vue plus sciences humaines, comment l'acteur peut se l'approprier, comment tu penses que ça peut dévier et la vraie richesse aujourd'hui elle est là et c'est comme ça, hein, je pense qu'on réussira à faire une introduction de cet outil intelligent dans la société plutôt que dangereuse et qui pourrait clairement dévier. Quels sont les avantages que cela peut amener notamment en Corse où parfois on est un peu loin en termes de distance de tout parce que l'informatique aussi c'est cet avantage de coupler les distances et donc se servir de l'intelligence artificielle en Corse, comment concrètement ça peut déboucher au final? Ça pourrait doper nos PME, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos PME qui font de l'export, que ce soit au niveau national ou international, à un moment donné, en face d'elles, elles vont avoir des entreprises qui vont se servir de l'IA, y compris des petites entreprises. Et je prends souvent l'exemple du fromager qui, à un moment donné, va se servir de l'IA pour améliorer la qualité de son produit, pour améliorer son circuit de distribution, pour essayer d'identifier les besoins de son consommateur. Mais il aura un avantage concurrentiel. Et ça, clairement, en Corse, et il faut qu'on ait cette prise de conscience-là. C'est pas que les gros groupes qui ont besoin de l'IA, c'est y compris les petites et les moyennes entreprises qui peuvent s'en servir et pour maximiser leur production, maximiser par exemple leur stratégie de communication. Donc là-dessus, il y a vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'intérêt technique, il existe, mais il faut qu'on arrive aussi à convaincre les acteurs et ça pour le coup, c'est pas l'aspect technique qui rentre en jeu, hein. C'est de la communication, c'est du relationnel, c'est de la sociologie, mais clairement, il y a un intérêt pour la Corse. Et si on le fait pas, par contre, je pense que ça sera dangereux de pas le faire. Vous l'avez dit, les 2 filières que vous avez lancées auprès des enseignants-chercheurs ont rencontré un véritable succès. Est-ce que ça veut dire que ça peut vous inciter à penser à d'autres choses pour la suite qui intègrent bien entendu ces questions d'intelligence artificielle au pluriel? Ah oui, mais clairement. Alors, je vais pas tout vous dévoiler, mais on a énormément de projets là-dessus et je suis certain qu'une grosse partie verra le jour. Il va falloir que cette intelligence artificielle, on l'injecte dans l'ensemble de nos formations. Alors après, faut qu'on réfléchisse à comment le faire, mais d'ailleurs, on commence déjà à le faire, hein. Je vous prends l'exemple d'un master qu'on a en santé. Mais dans ce master, j'interviens et je donne des cours d'intelligence artificielle. Donc, ça commence déjà à rentrer dans la culture commune, on va dire, hein. Et on en est là aussi, on en est qu'au début. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 février 2025, jour de la Sainte Bernadette. Le temps est mitigé aujourd'hui avec un ciel chargé de nuages, notamment sur le quart nord-est et le centre de l'île où quelques averses éparses sont attendues dans l'après-midi et en soirée. En Corse du Sud et sur la façade occidentale, les éclaircies seront plus généreuses et le soleil illuminera cette journée. Certes, quelques nuages sont attendus également, mais globalement, le beau temps sera au rendez-vous. Le vent est faible et les températures
demeure stationnaire, toujours très agréable pour la saison. 15 degrés pour Aiac, Portivet, Bunivad, 14 à Bastia, Calvi, Lise ou la Propia, 13 à Vic, 12 à Corti, Sartet, Sica, 11 à Cervione, Ruliano, 10 à Pietralba et 9 à Prunello di Fiumorbu. Ce journal est terminé sur Radio Alta Frequenza. Merci de l'avoir suivi. Vous écoutez la Radio Corse. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le flash. Bonne matinata et à dopo.